Salut tout le monde. La forme? Très heureux de vous retrouver après ces quelques mois. Beaucoup de choses en parallèle. La vie est rarement un long fleuve tranquille, vous le savez, mais je reviens avec un sujet solide, tiré directement de mon mémoire de M1, donc vous comprenez un peu mieux pourquoi j'étais absent. J'espère que les shorts vous ont tenus en haleine aussi, parce que croyez-moi, l'été va être bien chargé. Merci encore d'être là. Allez, on commence. Vous venez de vous garer, vous rentrez enfin chez vous après une bonne dose de bouchon. Aujourd'hui, c'était particulièrement épuisant. Une seule envie, poser vos enfers et vous détendre. Mais au pied de l'immeuble, vous tombez sur elle, la voisine bavarde. Vous ralentissez le pas, un réflexe, mais trop tard, elle vous a vu. Elle sourit, vous souriez. Un beau jour, un autre. Et comme d'habitude, elle déroule. Ces enfants qui n'appellent que pour des services, ces petits-enfants qui ne viennent que pour être gardés, le jeune étudiant du dessus qui fait trop la fête, mais vous n'êtes plus là. Sa voix devient un fleuve lointain. Vous êtes sur la barque avec elle à dériver. Vous cherchez juste une rive, une excuse, une sortie polie. Alors vous acquiescez. Oui, je comprends très bien. Mais en vrai, vous ne ressentez rien. Quelques heures plus tard, vous êtes sur votre canapé avec votre conjointe ou conjoint. Un film dramatique. Une scène, une dame âgée seule. Ses enfants absents, sauf pour demander. Ses petits-enfants, juste pour être regardés. Et là, vous émouvez. C'est triste cette vie. Touchant, injuste. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ici, devant un écran, l'empathie émerge alors qu'elle était absente tout à l'heure dans le réel ? Et ce n'est pas fini. Film terminé, vous scrollez, Gaza, Ukraine, une image, une vidéo, vous repostez. Parce que ça touche, parce que ça fait mal, parce que ça doit cesser. Empathique une fois, empathique toujours ? Pas toujours. Alors que s'est-il passé ? L'empathie, Lélophie, ce n'est pas juste ressentir quelque chose, c'est comprendre ce que l'autre vit, sans projeter, sans fuir, sans se perdre. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. L'empathie, c'est beau, mais parfois c'est injuste. Alors oui, empathie dit comme ça, c'est un joli mot. Ça sonne doux, humain, presque noble. Un mot qu'on entend rarement d'ailleurs, parce que dans notre société, ce qu'on valorise, ce n'est pas ce qu'on ressent, c'est ce qu'on fait. Évidemment, parfois on perd du temps aussi avec ce qu'on dit, et c'est une autre histoire. Une association qui œuvre pour les orphelins de guerre, on ne dira pas d'elle, ils sont empathiques, non. On dira, c'est bien ce qu'ils font. L'action prime, la compassion va de soi. C'est là que le problème commence. Une confusion de vocabulaire, de sens, de perception. Car dans l'imaginaire collectif, empathie est égal à être touché, est égal à être une bonne personne. Vous ressentez quelque chose, donc vous avez un bon cœur, donc vous êtes moral. Mais non, empathie, ce n'est pas simplement avoir la larme facile devant une vidéo de chat abandonné. Ce n'est pas seulement pleurer face à une injustice. Et surtout, ce n'est pas parce que l'émotion vous atteint que vous voyez vraiment ce que l'autre traverse. En réalité, il existe plusieurs formes d'empathie. Elles ne se valent pas. Écoutez bien. Il y a d'abord l'empathie cognitive. Vous ne ressentez pas ce que l'autre ressent. Vous comprenez ce qu'il vit, ce qu'il pense, ce qu'il traverse. C'est une forme d'imagination juste, sans fusion émotionnelle. Ensuite, l'empathie affective. Là, vous ressentez avec l'autre. Vous vibrez avec lui, vous souffrez presque à sa place. C'est l'écho intérieur, l'intensité partagée. Puis il y a la compassion. Vous souhaitez aider, soulager, agir. C'est ce que font les proches, les soignants, les associations. Et l'on peut très bien agir, sans être submergé par l'émotion. Enfin, il y a la sympathie. Vous ressentez avec quelqu'un parce que vous l'appréciez. Mais cela relève davantage de l'affinité. Ce n'est pas toujours juste. Et ce n'est pas nécessairement moral. Donc non. L'empathie n'est pas un bloc, c'est un spectre, une famille de mécanismes. Et souvent on les confond. Prenons un exemple simple. Un ami à vous se casse la jambe. Il souffre, il est en difficulté. Vous pouvez ressentir avec lui, empathie affective, comprendre ce qu'il ressent sans l'éprouver, empathie cognitive, l'aider concrètement, compassion, le soutenir parce que vous y êtes attaché, sympathie. Et là, vous comprenez mieux. Ce qu'on appelle empathie dans le langage courant, c'est un grand sac fourre-tout. Et si l'on veut réellement penser l'éthique, la relation à l'autre, la justice, il faut sortir les choses du sac, les dépiler. Ce qu'il faut bien comprendre maintenant, c'est que l'empathie n'est pas automatique. Elle ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas un réflexe naturel, ni une qualité qu'on aurait ou pas. Elle se construit, elle se régule, et parfois, elle échoue. Parce que contrairement à ce qu'on imagine, on n'est pas empathique avec tout le monde. Loin de là. Souvent, on ne l'est qu'avec certains. Ceux qui nous touchent, ceux qui nous ressemblent. Et ça, ce n'est pas de la morale, c'est un biais. Il faut aussi dire une chose essentielle. Ressentir à la place de quelqu'un, ce n'est pas forcément ressentir juste. Et ce n'est même pas toujours ressentir pour l'autre. Ce qui arrive très souvent, c'est qu'on se projette.
On croit se mettre à la place de l'autre, alors on s'y installe avec soi-même, avec nos émotions, notre vécu, nos filtres. Et là, on ne comprend plus vraiment, on croit comprendre. C'est un peu comme si vous posiez vos lunettes sur les yeux de l'autre. Mais voilà, ce ne sont pas ses lunettes. Ce n'est pas sa vue, pas son angle, pas son monde. Vous voyez quelque chose, mais ce n'est pas ce qu'il voit, lui. Et ça change forcément les choses. Parce que dans ce cas, vous ne ressentez pas lui, vous ressentez vous, dans ce que vous croyez être sa situation. En termes clairs, vous ressentez beaucoup, mais vous comprenez peu. Et pourtant, extérieurement, cela peut paraître pareil. Un regard triste, une voix douce, un silence attentif. Mais à l'intérieur, ce n'est pas de l'écoute, c'est une projection. Donc maintenant, on peut se demander, est-ce qu'on peut vraiment ressentir l'autre? Pas s'imaginer à sa place, pas projeter ce qu'on ferait dans sa situation, mais vraiment éprouver ce qu'il vit. Et c'est là que la philosophie entre en scène. Parce qu'en creusant un peu, on découvre une limite fondamentale. Même dans l'empathie la plus sincère, on reste soi-même. Autrement dit, je reste moi, avec mes émotions, mon histoire, mon cadre. Et l'autre reste, l'autre. C'est ce que rappellent Amy Complon et Peter Goldie dans un ouvrage de référence qu'ils ont dirigé. Empathy, Philosophical and Psychological Perspectives. Philosophie spécialiste des émotions et de la compréhension intersubjective. Ils insistent sur une distinction essentielle. Pour qu'il y ait une véritable empathie, il ne faut surtout pas se confondre avec l'autre. Il faut maintenir une forme de distance intérieure. Ne pas s'identifier totalement, sinon on l'écrase. On croit entrer dans l'univers de l'autre, mais souvent on l'efface avec le nôtre. Et dans ce cas, ce n'est plus de l'empathie. C'est une forme de colonisation de la pensée de l'autre. Alors oui, on peut chercher à se mettre à la place de l'autre, mais il faut ajouter aussi, sans s'y substituer. Car si l'on se substitue, on ne fait pas que comprendre, on remplace. Et à ce moment-là, ce n'est plus de la compréhension, je me répète, mais c'est pour bien que vous compreniez. C'est une projection déguisée. Au pire, une forme d'appropriation. Se mettre à la place de l'autre, ce n'est pas forcément le comprendre. Prenons un exemple pour bien comprendre, les gars. Une amie vous raconte qu'elle a perdu son emploi. Vous lui dites « Je comprends, moi aussi j'ai vécu un truc dur à l'époque, je me sentais inutile, etc. etc. » Mais en réalité, vous ne parlez plus d'elle. Vous parlez de vous. Vous avez projeté votre vécu sur le sien. Ce genre de décalage, il est fréquent. Il ne vient pas seulement de notre histoire personnelle, il est façonné aussi par nos réflexes, notre éducation et nos stéréotypes. Parce que l'empathie, même sincère, reste influencée par ce qui est l'autre, ce qu'il évoque pour nous, et le contexte dans lequel il apparaît. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant, les biais de l'empathie. Il y a cette idée encore très répandue selon laquelle l'empathie serait une sorte de lumière intérieure. Quelque chose qui nous éclaire, qui nous rend plus justes, plus sensibles, plus humains. Mais en réalité, l'empathie n'est pas une lumière, c'est un projecteur. Je vous entends déjà. Un projecteur, c'est lumière. Bref, ce que je veux dire, comme tout projecteur, elle éclaire là où on la pointe. Prenons cette situation. Un enfant pleure dans votre quartier. Vous êtes touché, bouleversé. Vous cherchez à comprendre ce qui se passe, vous vous approchez, vous intervenez peut-être. Mais 1000 enfants qui pleurent à l'autre bout du monde. Vous les voyez à la télé, dans une vidéo, dans une publication. Ça ne provoque pas la même chose, pas la même émotion, pas la même urgence. Alors vous relayez l'information, mais pas toujours. Pourquoi ? Parce que l'empathie ne se déclenche pas de façon équitable. Elle est dirigée, focalisée. Elle agit comme un faisceau, pas comme une lumière diffuse. Le psychologue américain Paul Bloom, dans son ouvrage Against Empathy, montre que l'empathie est sélective, partiale et souvent émotionnellement manipulable. On ressent ce qui nous touche personnellement, ce qui est proche, visible, narré d'une certaine manière. Et ce biais de proximité n'est pas un bug, c'est une fonction. Une fonction humaine, ancienne, qui nous pousse à réagir là où notre cerveau estime que cela compte. Mais sur le plan éthique, cela pose une vraie difficulté, parce que l'on ne choisit pas toujours ce qui nous touche. Parfois, ce sont les récits les plus proches, les plus familiers qui provoquent une réaction. Pas forcément les situations les plus graves. Pas forcément celles qui mériteraient le plus notre attention ou notre aide. Alors non. L'empathie n'est pas par définition ce halo bienveillant qu'on croit tous porter en nous. C'est un faisceau étroit. Et tant qu'on n'en a pas conscience, on continue d'oublier ce qui reste dans l'ombre. Ce n'est pas tout, les Lofi. L'un des biais les plus puissants de notre empathie, c'est celui-ci. On accorde davantage d'attention, d'indulgence ou de compréhension à ceux qu'on reconnaît comme étant des nôtres. Pas besoin d'avoir grandi ensemble, il suffit que l'autre parle comme vous, pense comme vous, vive comme vous. Et soudain, ce qu'il traverse vous touche davantage. Prenez un collègue par exemple. Il fait quelque chose de discutable, un truc limite. Mais comme vous le connaissez, vous allez chercher des excuses. Il est fatigué, il ne fait pas ça d'habitude, il a ses raisons. Maintenant, imaginez qu'une autre personne totalement extérieure fasse exactement la même chose.
pas de contexte, pas de lien. Ah, là, tout de suite, vous êtes plus sévère, plus tranchant, plus objectif, croyez-vous. Mais c'est un biais. Ce qu'on appelle le biais in-group, out-group. On accorde plus d'empathie à ceux qu'on reconnaît comme des nôtres. Et ça, c'est vrai dans la vie privée, mais aussi dans la société. Regardez la télé, regardez les infos. On vous montre certains visages quand il s'agit de victimes, et d'autres quand il s'agit d'agresseurs. Toujours les mêmes catégories, les mêmes visuels, les mêmes récits. Et à force, ce sont des réflexes appris, pas des décisions conscientes. Confiance, méfiance, compassion ou indifférence. La philosophe américaine Shannon Spalding, spécialiste de la lecture sociale et des biais de perception, analyse ce mécanisme dans How We Understand Others. Elle insiste sur le fait que notre empathie est plus rapide, plus intense quand elle vise un membre de notre propre groupe. Mais dans une société pluraliste, ça devient un vrai problème. Parce que ça veut dire que, face à deux souffrances identiques, on ne réagit pas pareil. Et ce n'est pas une question de cœur, c'est une question d'habitude, perception, d'exposition. Vous savez, ce qui empêche parfois l'empathie, ce ne sont pas nos émotions. C'est ce qu'on croit savoir sur l'autre avant même de l'écouter. Un regard, une posture, l'accoutrement, et aussi, tôt, un jugement. Il exagère, elle a l'air fragile, elle a sûrement cherché ce qui lui arrive. Ces réflexes ne viennent pas de nulle part, ils sont nourris par ce qu'on a vu, entendu, appris, répété. Ils deviennent des automatismes. Dans l'empathie, un ouvrage collectif dirigé par Alain Berthoz et Gérard Jorland, la philosophe Elisabeth Pachery insiste sur un point clé. Notre perception d'autrui passe d'abord par le corps, par une forme d'interprétation incarnée. On ne perçoit jamais quelqu'un d'une manière neutre. On perçoit un corps, une attitude, une apparence. On projette immédiatement un rôle, une attention, une valeur. Prenons une scène simple. Vous marchez seul dans la rue. Quelqu'un s'approche. Il est bien habillé, costume sobre, posture droite, visage calme. Vous êtes attentif, ouvert, peut-être même prêt à l'aider. Maintenant, même scène, mais la personne est mal habillée. Vêtements froissés, démarche instable, visage fermé. Et là, sans même y penser, vous vous crispez, vous vous méfiez, vous baissez les yeux, vous passez votre chemin. Pourquoi ? Parce que votre cerveau a anticipé un rôle, un danger, une gêne, sans aucune preuve, sans dialogue, juste sur la base d'un stéréotype activé en une fraction de seconde. Et ce stéréotype, il a déjà bloqué l'accès empathique. Il a fermé la porte avant que vous ne sachiez ce que cette personne venait dire. C'est ça le pouvoir des jugements implicites. Il déforme ou il coupe le lien, avant même qu'il y ait une chance d'exister. Et au-delà de cela aussi, l'empathie ne dépend pas seulement de l'autre. Elle dépend aussi de vous. Et surtout, du moment. Le philosophe français Jean-Luc Petit, spécialiste de la phénoménologie et des neurosciences, parle de kinesthèse. Ce lien entre notre état corporel et notre façon de percevoir le monde. Notre posture, notre rythme, notre fatigue. Tout cela modifie notre manière d'entrer en relation. Alain Berthoz ajoute que dans notre empathie passe par des perspectives incarnées. On ne pense pas seulement avec nos têtes, on ressent avec tout notre corps. Et ce corps n'est jamais tout à fait le même d'un jour à l'autre. Un ami vous appelle, il est inquiet, tendu, il a besoin de parler. Si vous êtes disponible, calme, reposé, vous êtes présent, vous l'écoutez, vous le comprenez. Mais si vous êtes pressé, surchargé, déjà irrité, il semblera lourd, trop dramatique ou envahissant. Ce n'est pas lui qui a changé, c'est vous. Et c'est ce qu'on voyait aussi, plutôt dans l'intro, dans cette scène de la voisine, puis celle du film. La même détresse, mais pas le même moment, et donc pas le même effet. L'environnement, l'ambiance, la charge mentale, tout cela agit comme des filtres affectifs. Ils modifient la réceptivité émotionnelle, parfois sans que vous vous en rendiez compte. Alors non, l'empathie n'est pas une qualité fixe. C'est un état mouvant, fragile, variable, contextuel. Et si on veut la comprendre vraiment, il faut d'abord se comprendre soi-même. Se comprendre soi-même. Je ferai sûrement une vidéo sur ça aussi. Enfin bref. À ce stade, ce qu'on peut dire, c'est que l'empathie, même sincère, même bien intentionnée, reste profondément partielle. Elle ne suit pas toujours la gravité des situations. Elle ne répond pas forcément à une logique morale. Elle obéit d'abord à une logique émotionnelle, instable, contextuelle, orientée. Et c'est pour ça qu'on agit parfois très fort pour ce qui nous touche et qu'on oublie ce qui devrait vraiment nous concerner. Comme le rappellent Paul, Amy Copeland, Peter Goldie, l'empathie n'est pas une boussole éthique. C'est au mieux un signal, un déclencheur, un point de départ. Mais alors peut-on quand même lui faire confiance ? Peut-elle fonder une morale ? Ou faut-il la canaliser, la compléter et même la dépasser ? C'est ce qu'on va voir maintenant, les Lofi. Avant de se demander si l'empathie peut fonder une morale,
Il faut d'abord se poser une question essentielle. Est-ce qu'on comprend vraiment ce que vit l'autre? Dans la vie quotidienne, on pense souvent que oui. On dit, je me mets à sa place, je vois ce qu'il traverse. Mais ces impressions sont parfois trompeuses. On l'a vu. De grandes théories ont tenté d'explorer cette capacité à lire les autres. La première, appelée théorie, affirme qu'on applique les règles mentales générales pour interpréter les comportements. Comme si chacun avait dans la tête une mini-psychologie intuitive. Mais cette approche est trop rigide. Elle oublie le contexte, l'ambiguïté ou la singularité. La deuxième s'appelle simulation théorie. Elle repose sur l'idée qu'on comprend autrui en s'imaginant à sa place. On l'a vu plus tôt, quand tu connais Dick qu'elle a perdu son emploi. On a vite fait de projeter nos propres ressentis et de croire qu'on comprend. Alors qu'en réalité, on s'écoute soi-même dans la situation de l'autre. Ce n'est pas une compréhension, c'est une projection. Le philosophe Spalding critique ces deux modèles. Elle défend une manière plus fine de comprendre autrui qu'on appelle souvent empathie cognitive située. Cela ne consiste ni à deviner ce que l'autre pense, ni à ressentir à sa place. Et surtout, à ne pas confondre sa perspective avec l'autre. Comprendre l'autre, ce n'est pas appliquer une recette, ni se raconter notre histoire. C'est un effort, une attention active qui reconnaît la distance entre soi et autrui et ne tente pas de la traverser. Spalding nous dit que comprendre autrui, c'est une compétence qui mobilise des éléments visibles, gestes, paroles, silence, contexte social. Ce type d'empathie repose sur une attention active et une distinction claire entre soi et autrui. On reconstruit un point de vue qui n'est pas le sien. Amy Copland prolonge cette idée. Elle insiste sur une empathie qui simule le vécu de l'autre sans s'y substituer. Il ne s'agit pas d'imaginer ce qu'on ressentirait soi-même, mais de faire l'effort de penser la situation depuis l'intérieur de la perspective d'autrui. Cela suppose un effort volontaire, une retenue, un ajustement. Et c'est ce travail-là qui ouvre la possibilité d'une éthique relationnelle. Comme un petit exemple, une collègue confie qu'elle ne supporte plus les réunions. Vous pouvez simplement compatir ou écouter avec attention ce que cela signifie pour elle. Peut-être que cette souffrance renvoie à un mal-être professionnel, à une peur de l'évaluation, un sentiment d'inutilité. Ce n'est pas votre propre ressenti qui compte. Ce qui compte, c'est de comprendre ce qu'elle vit dans son monde à elle. Peter Goldie parle dans ce sens d'incarnation émotionnelle maîtrisée. Comprendre l'autre implique une imagination structurée, une application mesurée, une lucidité sur la distance. Ce n'est ni fusion ni froideur, c'est une manière d'accueillir sans s'effacer. En ce sens, l'empathie cognitive bien menée n'est pas un lien spontané, c'est un exercice moral, une posture en gros. Elle ne remplace pas le jugement, mais elle en prépare les conditions. Elle permet de les voir plus justes, parce qu'elle commence par écouter autrement. Pour certains penseurs, elle est aussi une source de dérive. Paul Bloom, nous l'avons déjà mentionné, en fait une critique frontale. Il ne dit pas que l'empathie est inutile, mais qu'elle est trop sélective pour être équitable. Elle réagit plus fort à ce qui nous touche émotionnellement et ignore ce qui est lointain, abstrait ou complexe. C'est ce qu'il appelle une morale du projecteur. On éclaire ce qu'on voit, ce qu'on ressent, et tout le reste dans l'ombre. L'intensité émotionnelle prend le pas sur la gravité objective. Et cela peut mener à des décisions biaisées, voire injustes. La neuroscientifique Tanya Singer, spécialiste des émotions sociales, pointe un autre effet pervers, l'épuisement émotionnel. Une infirmière en EHPAD confrontée chaque jour à la souffrance et à la mort peut finir submergée par la douleur des autres. Ce n'est plus de la compassion, c'est une surcharge affective. Et à ce terme, cette empathie trop intense nourrit la fatigue, le retrait, parfois le déni. C'est ce qu'on appelle le burn-out empathique. Là encore, le paradoxe est fort. L'empathie, censée nous relier, peut nous user au point de nous couper du monde. Le philosophe américain Jesse Prince, qui est spécialiste des émotions morales, remet en cause l'idée selon laquelle ressentir, c'est comprendre. Pour lui, l'émotion ne garantit pas la justesse du jugement moral. Elle peut même le fausser. Prenez cette situation. Un fait divers dramatique est relayé en boucle dans les médias. Un enfant est en danger, une victime nous bouleverse. Vous êtes ému, révolté, vous avez envie d'agir. Et très vite, une pétition est lancée, une loi est proposée, un jugement s'impose. Bien sûr, il faut le dire, parfois ça a eu un impact positif. Ces dernières années, en France, certains drames impliquant des enfants ont conduit à un véritable débat de société. Il y a des évolutions législatives qui ont permis de mieux protéger les mineurs. Et c'est très bien. Ce que souligne Prince, c'est que cette dynamique repose sur l'émotion, pas toujours sur l'analyse. Et qu'en fonction de ce qui nous bouleverse ou non, on risque de laisser certaines injustices dans l'ombre, simplement parce qu'elles émeuvent moins. L'émotion vous pousse à juger vite, à vouloir réparer.
parfois sans recul. L'indignation prend la place de la réflexion, et parfois au lieu d'éclairer le jugement, elle peut le court-circuiter. Ces trois critiques très différentes convergent pourtant. L'empathie n'est pas toujours un atout moral, elle est peut-être biaisée, instable, épuisante, et parfois même manipulable. Or, que reste-t-il? L'empathie est-elle un guide ou une illusion? Peut-être ni l'un ni l'autre. L'empathie ne suffit pas à penser le bien ou le juste, mais elle a une fonction essentielle. Elle nous alerte, elle attire notre regard. Elle nous oblige à voir là où, autrement, on détournerait les yeux. Elle ne dit pas quoi faire. Elle dit simplement « Regarde, quelqu'un est là, quelque chose t'appelle ». Et ce quelque chose, ce surgissement de l'autre dans notre champ de conscience, ça fait quoi ce que disait Emmanuel Lévinas? La rencontre du visage de l'autre comme point de départ de toute éthique. L'empathie ne fonde pas une morale, mais elle ouvre un espace moral. Elle ne juge pas, elle le met en mouvement. À partir de là, il faut penser autrement, et surtout, agir autrement. Ce qui compte donc, ce n'est pas seulement ce qu'on ressent, c'est ce qu'on fait. C'est le point de départ de ce qu'on appelle l'éthique du care. Une éthique centrée non sur des principes abstraits, mais sur la relation, la vulnérabilité et la réponse concrète à un besoin. Cette approche a été formulée dès les années 1980 par Carol Killigan, psychologue américaine. Elle montrait que la morale ne se pense pas toujours en termes de règles universelles. Chez beaucoup de femmes qu'elle interrogeait, une autre logique apparaissait, celle du lien, du souci de l'attention portée à l'autre. Dans cette lignée, la philosophe Nell Noddings a développé une éthique fondée sur la qualité d'une relation entre une personne vulnérable et une autre qui répond. Ce n'est pas l'émotion qui compte le plus, dit-elle, mais la réponse qu'on y donne. L'empathie n'est qu'un point de départ, ce qui importe, c'est ce qui suit. Exemple pratique. Un collègue revient au travail après un deuil. Vous êtes touché, évidemment. Vous ne savez pas quoi dire. Certains détournent le regard, d'autres lancent une banalité et des blagues. Et vous peut-être vous proposez simplement de prendre une tâche à sa place, ce matin-là. Vous lui laissez l'espace de souffler, pas de grand discours, pas de morale, pas de parole, juste une présence ajustée, une main tendue. C'est cela le care. Pas un sentiment, mais un geste éthique. Enfin, la politologue Joanne Tronto a prolongé cette réflexion en y ajoutant une dimension sociale et politique. Selon elle, prendre soin ne se limite pas à l'intime. C'est un acte qui traverse les métiers, les familles, les institutions et les inégalités. Elle définit le cœur comme un processus en 4 dimensions. L'attention, percevoir qu'un besoin existe. Responsabilité, se sentir concerné. La compétence, agir efficacement. Et la réponse, vérifier que l'autre se sent véritablement pris en compte. Dit plus simplement, prendre soin, ce n'est pas juste avoir du cœur. C'est un engagement lucide, une pratique éthique, un effort discret mais structurant. Et si cette posture est si puissante, c'est parce qu'elle part du sensible, mais ne s'y enferme pas. Et avant de pouvoir prendre soin, il faut d'abord voir. Avant d'agir, il faut reconnaître. C'est le cœur de la pensée du philosophe Axel Honneth, figure majeure de l'école de Francfort et auteur de la lutte pour la reconnaissance. La justice ne commence pas dans les lois selon lui, mais dans les regards. Honneth distingue 3 formes de reconnaissance. La première, c'est l'amour. Dans les relations proches, l'affection, la confiance, le soin. Quand un enfant ne reçoit ni attention ni tendresse à la maison, il ne se construit pas seulement dans le manque, mais dans l'invisibilité. La suivante, c'est le droit. Être reconnu comme un sujet égal, même sans lien personnel. Un sans-abri ignoré dans un service public, un migrant qu'on empêche de porter plainte. C'est une négation de droit avant même d'être une question d'accueil. La dernière, c'est l'estime sociale. La reconnaissance de votre valeur dans une société, à travers votre culture, votre travail ou votre rôle. Quand un métier est jugé peu qualifié malgré son utilité, comme les soignants, aides à domicile, l'éducateur, c'est un refus d'estime, donc de reconnaissance. Quand une de ces formes manque, la personne se sent niée, effacée, silencieuse. Et cette absence de regard parfois fait plus de mal que l'injustice elle-même. Ce qu'on attend, ce n'est pas qu'on nous plaigne, c'est qu'on nous voit, qu'on nous entende, qu'on nous nomme. C'est cela la reconnaissance. L'empathie peut ouvrir ce regard, mais elle ne garantit rien. Ce qu'il faut, c'est une reconnaissance active, structurée, qui donne à chacun une place, une voix, une légitimité. Sans cela, il n'y a pas de soins justes, ni de justice durable. Mais pour dépasser le cas par cas, il faut aller plus loin. Il faut une structure, une règle, une boussole collective. Car ressentir ou reconnaître ne suffit pas toujours. Encore faut-il que ça compte pour tous.
Il faut que ça compte pour tous car il faut aller plus loin. Il faut passer de l'intention à la structure, du ressenti à la norme commune. C'est le rôle de la justice. C'est le philosophe américain John Rawls qui a formulé cette exigence. La justice n'est pas une émotion. Elle ne dépend pas de ce que vous ressentez. Elle repose sur une structure équitable, pensée pour durer, et garantir à chacun les mêmes droits, même quand personne ne regarde. Les affects peuvent inspirer, mais seule la raison peut garantir l'impartialité. Il faut des principes qui valent pour tous, et non des élans qui changent avec le contexte. Une politique publique qui garantit un accès égal à l'éducation, même dans les zones rurales ou marginalisées, ne dépend pas de la compassion des enseignants, ni des dons des associations. Elle repose sur un principe de justice structurelle. Cela ne veut pas dire qu'il faut exclure les émotions. Cela signifie qu'il faut les canaliser. C'est ce que rappelle la philosophe Judith Butler, notamment dans sa réflexion sur la précarité et la vulnérabilité. Elle ne dit pas que l'émotion est inutile, elle dit qu'elle ne suffit pas, tant qu'elle reste dans le symbolique. L'éthique, selon elle, commence quand la vulnérabilité devient une question collective, quand ce qui touche devient un droit, quand ce qui fait mal devient une protection partagée. Un gouvernement reconnaît juridiquement le statut de proche aidant ou quand, après le Covid, les soignants obtiennent des hausses de salaire et des revalorisations symboliques. La vulnérabilité n'est plus un moment d'émotion publique, elle devient une norme inscrite. Transformer l'émotion en justice, c'est faire en sorte que l'appel de l'autre ne dépende plus de notre disponibilité émotionnelle, mais qu'il soit entendu, reconnu, inscrit. Alors les Lofi, que retenir de tout ça? Peut-être simplement ceci. L'émotion seule ne suffit pas. Elle vacille. La froideur seule n'élève personne. Elle oublie. Il faut les deux. Un cœur qui s'ouvre, une pensée qui cadre, une action qui dure. L'empathie comme étincelle. Le cœur comme réponse. La reconnaissance comme légitimation. La justice comme un cadre durable. Et au bout du chemin, peut-être qu'on aura une pratique exigeante, lucide, humaine. L'empathie nous émeut. La justice nous oblige. L'un sans l'autre, c'est le chaos ou la froideur. Les Lofi, aujourd'hui les Lofi, le monde tremble. Des guerres éclatent. Des peuples fuient. Des enfants meurent loin de nous ou juste à côté. Pendant ce temps-là, on ressent, on partage, on s'indigne, puis on oublie. Ou plutôt, on vit. On a des enfants à déposer, des proches à aider, des galères à gérer. On n'est pas indifférent. Et parfois on est épuisé. Alors oui, l'empathie est là, partout, et c'est normal. Elle est dispersée, instable, souvent biaisée. Elle touche, mais elle choisit. Elle nous rend humains, et parfois injustes. C'est là tout le cœur de ce qu'on a vu ensemble. L'empathie ne suffit pas. Elle n'est pas un fondement solide, pas un principe universel, mais elle reste une condition essentielle, un déclencheur, un appel. Ce n'est pas la morale, hein, je l'ai déjà assez répété. Mais sans elle, la morale ne commence même pas. L'empathie, c'est comme le claquement de doigts du chef d'orchestre devant son auditoire. À nous d'en faire une symphonie mémorable. Alors voilà, est-ce qu'on discerne? Est-ce qu'on agit? Peut-on agir? Personne n'a à sauver le monde, mais chacun peut écouter, refuser d'oublier, choisir, chaque jour, de ne pas détourner les yeux. J'espère que ceux qui doivent être punis le sauront. Faut rester soudés. Alors commençons les Lofi. Et surtout continuons. Continuons de ne jamais abandonner.